victimes. Point d'interrogation. À la présidence de cette table ronde, Madame Elisabeth Moirambro, magistrate et secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des victimes et la lutte contre la traite des êtres humains. À ses côtés, nous accueillons Hélène Joly, juriste chez France Victimes 54. À côté, la pionnière, et nous sommes très fiers de l'accueillir, Ernestine Ronet, directrice de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Anne-Hélène Moncani, présidente de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Et enfin, Héloïse Decoff, directrice de la communication du Fonds de garantie des victimes. Mesdames, j'avais une petite heure et demie, on échangera après avec la salle. Madame la Présidente, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais vraiment remercier France Victimes pour m'avoir proposé de présider cette table ronde. D'autant que voilà, France Victimes, c'est une fédération, une association que je connais depuis de très très nombreuses années pour avoir été chef du bureau de l'aide aux victimes au sein du ministère de la Justice. Donc j'ai fait beaucoup d'assises. Je suis intervenue souvent aux assises. À l'époque, c'était l'INAVEL, ça ne rajoute pas. Et vraiment, j'en suis d'autant plus heureuse que le sujet de ces assises, donc, c'est la protection des victimes. Et je voudrais dire que la protection des victimes, c'était déjà au cœur de notre préoccupation lorsque j'étais au ministère de la Justice. Et après les échanges de ce matin, je vois combien ce sujet est monté en puissance, et ce, vraiment à juste titre. Dans la matinée, on a parlé de l'effectivité des droits des victimes, de l'importance que cela peut avoir. Je veux dire que le droit des victimes, c'est un fondement de notre état de droit. Et je voudrais dire que le premier de ces droits, c'est le droit d'être protégé. Alors, aujourd'hui, dans cette table ronde, la question est posée. On a une question qui est: quels outils de protection des victimes? Alors, pour y répondre, eh bien, je vous présente tout d'abord Ernestine Ronet, qui est directrice de l'Observatoire départemental des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis, et qui est aussi, c'est pas noté dans le programme, donc je vous le dis, présidente du Comité national de pilotage de l'ordonnance de protection, qui est également l'auteur des ouvrages, sont dans leur temps d'entrée, souvent coécrit avec Édouard Durand, que nous aurons la joie d'entendre demain. Ensuite, j'accueille aussi Hélène Joly, qui est juriste de France, victime, 54. Moi, je cherchais le numéro, c'est un numéro, c'était France Victime 54. Et puis ensuite, je vais aussi vous présenter Anne-Hélène Moncani, qui est présidente de la Fédération française des centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Enfin, je vais aussi vous présenter Héloïse Decoff, qui représente le Fonds de garantie des victimes. Alors, quels outils de protection des victimes? Comme je vous l'ai dit, c'est la question qui vous est posée. Mais on va y répondre. Ernestine en premier. Mais ça va nous amener à nous poser d'autres questions. À quel moment, comment évaluer le danger? Comment l'anticiper? Comment mettre en sécurité la victime? Alors, Ernestine, je me tourne vers toi, et je sais que tu répondras certainement à ces questions, mais je dirais juste un tout petit mot sur le cadre auquel tu vas répondre aujourd'hui. Ce matin, on a parlé des victimes en général, victimes d'infractions pénales, mais on a vu que le sujet des violences intrafamiliales a été abordé à peu près à tous les niveaux. Parce que effectivement, sur les violences conjugales, notamment,
On peut dire que le Grenelle, qui a été mis en place en 2019, Grenelle des violences conjugales, a été une étape extrêmement importante, bien sûr pour les victimes de violences conjugales, mais aussi pour la protection des victimes. Et en fait, qu'est-ce qui est ressorti de ce Grenelle? D'abord, il en est sorti une stratégie nationale. Et ça, c'est déjà très important. Et on peut dire que libérer la parole pour favoriser la révélation des faits, mieux protéger et protéger plus rapidement les victimes, prendre en compte l'impact des violences sur les enfants et développer un suivi et une prise en charge des auteurs sont les axes forts de cette stratégie nationale. Et au fond, je regarde le titre de ton intervention, Ernestine, c'est l'institutionnalisation des outils de protection. Alors, l'institutionnalisation des outils de protection, on pense tout de suite, déjà c'est inscrit dans la loi, c'est évident, mais je pense qu'il faut aussi voir plus loin, et je te pose la question, Ernestine, c'est au fond, est-ce que institutionnaliser, ce n'est pas passer de bonnes pratiques à la mise en place d'une véritable politique publique de protection des victimes? Parfaitement dit. Je partage totalement ce que tu viens de dire, et ça va me permettre de dire d'abord bonjour à chacun et chacune ici, à remercier à mon tour Anne-Sophie Gavrilov de m'avoir invitée et de dire le plaisir que j'ai à être avec vous, et c'est sincère. C'est la première fois, contrairement à Elisabeth, que je participe aux assises. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de vous écouter. Et pour moi, c'est aussi plein de leçons, donc c'est pas du tout la brosse à relire, c'est vraiment quelque chose que je pense profondément. Je voudrais dire, en commençant, finalement, je suis spécialisée sur les violences faites aux femmes, vous l'avez compris, Anne-Sophie l'a dit ce matin, et sur l'impact sur les enfants. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je participe à la CIVIS. Je veux dire que les violences faites aux femmes nous interrogent sur notre propre représentation, sur ce qu'est la violence, et chacune d'entre nous a une représentation de la violence et un rapport spécifique à la violence, sur ce qu'est une famille, ce que sont les relations de couple, les relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, évidemment. Et c'est très important pour nous de nous interroger personnellement. Parce que, finalement, la violence peut faire peur. Moi, elle me fait peur. Et quand j'ai peur face à un agresseur, je me dis, si moi j'ai peur, qu'est-ce que ça doit être pour sa femme? Évidemment. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je veux dire, c'est que tout au long de mon exposé, je parlerai de femmes victimes et d'hommes agresseurs. Pas parce que je pense qu'il n'y a pas de femmes agresseurs et d'hommes victimes, mais parce que ces violences sont des violences sexuées. Les violences dans le couple sont des violences sexuées, il faut les prendre comme telles. L'autre chose que je veux dire, c'est qu'il nous faut garder bien sûr le réel. On sait qu'il y a davantage de femmes, et d'ailleurs la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe dit très bien, les femmes sont victimes de manière disproportionnée des violences au sein de domestique, voilà leur expression. Et puis, la quatrième chose que je veux dire, c'est que ces violences sont importantes parce qu'elles ont un impact crucial sur notre société. Et je vais vous rappeler une comptine, quand vous étiez petit, peut-être, petite, vous chantiez peut-être cette comptine. Le fermier bat sa femme, ohé, ohé, ohé. La femme bat son enfant, ohé, ohé, ohé. L'enfant bat sa nourrice, ohé, ohé, ohé. La nourrice bat son chien. Et on tapait au milieu, si vous vous rappelez, dans la rue. Eh bien, qu'est-ce que ça dit? Ça dit la reproduction de la violence. Et ça dit donc l'enjeu fondamental de la lutte contre les violences faites aux femmes et leur impact sur les enfants. Et donc, c'est prendre en compte, vous l'avez très bien dit ce matin, la souffrance. Et nous avons besoin, notre société a besoin de se représenter la souffrance. Je pense que nous ne la représentons pas suffisamment encore, et il y a encore là du chemin à faire. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième, c'est évidemment l'ampleur de ces violences.
Je ne vais pas vous faire l'injure de vous raconter les stats, vous les avez sûrement dans la tête. Mais je vais prendre 2 exemples. Les 102 femmes qui ont été tuées en 2020. 102. Là-dessus, il y en avait 2 qui avaient un contrôle judiciaire et une ordonnance de protection. Ça dit quoi? Ça dit ce que l'inspection générale de la justice a dit sur les homicides. Aujourd'hui, nous ne mobilisons pas suffisamment les éléments qui existent dans notre droit. Et ça, c'est quelque chose où tous ceux et toutes celles qui sont ici ont un rôle à jouer. Et évidemment, vous jouez ce rôle, bien sûr. Pas toujours facilement, j'en conviens. Je voudrais faire un signe de vocabulaire. Je parle de féminicide, d'homicide et d'infanticide. Je trouve très important qu'on sache qui a été tué. C'est pas pareil. Être homme ou femme, c'est inscrit évidemment, et c'est très important qu'on sache que c'est une femme qui a été tuée, et il n'y a pas que moi qui le dis, maintenant les médias le disent, je parle sous votre contrôle, monsieur le journaliste, les ministres le disent, on les entend parler de féminicide, bien sûr. Homicide, un homme, infanticide, un enfant. Vous savez qu'on ne sait toujours pas combien il y a d'enfants tués par an et de tentatives d'infanticide, quand même. Alors, j'ai dit 102. À ça s'ajoutent 238 tentatives d'homicide. À ça s'ajoute, donc de féminicide, à ça s'ajoute 217 femmes qui ont fait une tentative de suicide, qui se sont suicidées suite à des violences conjugales. C'est bien plus qu'une femme meurt tous les 3 jours, une femme meurt tous les 2 jours. Si vous faites le compte, c'est 557 femmes. Donc c'est tentative, dans le code pénal, c'est comme si elle avait été tuée. Heureusement, elle ne l'est pas, on est d'accord. Mais quand même, ça se prend en compte et ça se pense. Donc je pense que sur l'ampleur, on n'a pas fini et le vocabulaire me paraît important. Juste un mot, 80% des femmes sont des mères. Et quand on pense aux femmes, on est bien obligé de penser aussi à l'impact des violences sur les femmes. Alors, dans le film qui nous a été présenté, que j'ai trouvé très intéressant, le témoignage qu'on a eu au début, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été indiquées. La première, la dame dit il m'a isolée. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle a dit je me suis isolée. Et j'ai trouvé les 2 expressions très intéressantes. Il m'a isolée, c'est une stratégie d'agresseur. Il l'isole, pourquoi? Parce que finalement, elle ne trouvera pas d'aide si elle est isolée. Intéressant pour l'agresseur. Et je me suis isolée, forme réflexive. À ce moment-là, je prends sur moi la responsabilité et la culpabilité. Et ça, c'est aussi une stratégie d'agresseur d'inverser la culpabilité. Et c'est ce que cherchent à faire les agresseurs. Et je trouve, c'est comme je me suis prostituée. C'est le même type. C'est pas je me suis prostituée, j'ai été prostituée, c'est pas pareil. Je me suis fait violer, j'ai été violée. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose dans le vocabulaire qui nous dit comme si elle était dans l'action, dans le fait d'être victime. Bien sûr que non. Et donc, je vais continuer 2 minutes sur la stratégie d'agresseur que beaucoup d'entre vous connaissent pour le pratiquer. Et moi, où est-ce que j'ai appris ça? C'est en regardant les femmes et les écoutant. Donc la première chose, c'est l'isolement. La deuxième chose, c'est l'humiliation, la dévalorisation. Ça sert à quoi? Ça sert à casser sa faculté de résistance. La troisième chose, c'est ce que je viens de dire, l'inversion de la culpabilité. La quatrième, que vous connaissez très bien, notamment parce que vous avez le TGD souvent dans votre escarcelle, si j'ose dire, c'est faire peur, faire régner la terreur. Et en parlant avec les personnes des forces de sécurité ici présentes, on se disait que c'est ce qui nous marque le plus. Au début, je participais à remettre les téléphones grave danger. Je ne le fais plus, j'ai tout le temps. Mais au début, je le faisais avec le procureur. Et à chaque fois, nous étions très marqués par la peur de ces femmes. Et si on me demande comment on sait qu'il y a du grave danger, il faut écouter notre ressenti. Elle a peur. Elle est morte de trouille, comme on dit en français, et bien ça, c'est très important à prendre en compte. Et puis, le dernier élément de la stratégie d'agresseur que nous connaissons aussi, c'est qu'il a l'air très sympathique,
très propre sur lui. Et là, la dame tout à l'heure disait par rapport à toutes les sommes, les 22 000 euros qu'elle a dépensés, donc c'est un manipulateur, son agresseur, et puis un procédurier. Et donc on les connaît, les procéduriers. Et donc, en fait, il est très propre sur lui. Elle peut être psychotraumatisée, donc pas forcément sympathique. Les victimes ne sont pas toujours sympathiques. Elle peut être très énervée. Et nous, on va se dire, comment il fait pour supporter cette bonne femme? Eh bien, pas du tout. Nous ne savons rien de leur intimité. Et c'est important à entendre et à se dire, quand on est magistrat, force de sécurité, c'est très important. Donc, il va avoir l'air super sympa, même s'il y en a qui n'ont pas l'air sympa. Bon, ceux-là, ils nous font peur. Hein. Et puis les autres, ils existent. Et dans les deux cas, on sait qu'il faut être en méfiance pour le monde. Puis la dernière chose, évidemment, c'est qu'il va dire à sa victime, si tu vas à la police, ils ne croiront pas, et la gendarmerie. Alors on l'a vu dans le film, ça peut arriver, bien sûr, mais moi je me dis que, et d'ailleurs la dame me disait très joliment, elle a été voir une première fois, une deuxième fois, une troisième, et puis elle est tombée sur une femme qui lui a dit, ça c'est inacceptable, sur une policière ou une gendarme, je pense que c'était. Et elle l'a dit aussi très bien, accompagné, donc accompagné par vous, évidemment c'est très important l'accompagnement. Il lui a dit, nous ne croirons pas, eh bien nous, il faut qu'on la croie. Et c'est ce que je veux dire en premier de manière forte. Il faut absolument croire les victimes. Dès les premières violences révélées, qui ne sont jamais les premières violences subies. C'est ça qu'il faut bien qu'on entende. Et donc, il faut que dans notre pays, nous arrivions à développer une culture de la protection, c'est-à-dire ce que vous disiez très bien ce matin et qui me plaît beaucoup, je ne peux pas le dire autrement, c'est justement qu'on applique le principe de précaution et qu'on arrive à séparer la protection de la sanction. Et vous me voyez arriver sans doute doucement à l'ordonnance de protection. Parce que l'ordonnance de protection, c'est quoi? C'est demander protection à la société via les juges d'affaires familiales pour des violences vraisemblables, et je vous rappelle que le contraire de vraisemblable, c'est invraisemblable, et de danger. Et on peut considérer que dès qu'il y a des violences vraisemblables, il y a du danger vraisemblable. Et c'est ça encore qu'il faut que nous gagnions dans les textes de loi que nous avons améliorés, je suis d'accord avec vous, au Comité national de l'ordonnance de protection, c'est ce que nous sommes dit. Et ça, j'étais hier avec le député Pradier, qui est celui qui a sorti la loi du 28 décembre 2019, et donc on va progresser là-dessus, je pense qu'on va réussir. Donc on a cet aspect-là qui est très important, l'ordonnance de protection. Donc on a une graduation des outils de protection. D'abord sans plainte, et on a été obligé de le mettre dans la loi. Pourquoi on a été obligé de le mettre dans la loi alors que c'était l'esprit du législateur en 2010? C'est parce que ça n'était pas... Les magistrats avaient du mal à penser, et je le dis sous le contrôle de monsieur le président du tribunal s'il est présent, je ne sais pas, mais puisqu'il vient à la table ronde suivante. En tout cas, c'est exactement ce qui était dans l'esprit des législateurs. Et on a été obligé de mettre dans la loi parce qu'on exigeait des plaintes. Qui est une plainte? Pourquoi pas? Qui est une main courante, un PV de renseignement judiciaire? Pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ça devienne obligatoire. C'est vraisemblable, donc on est dans le vraisemblable. Et qu'est-ce qui va être comme élément de preuve? Ça va être le certificat du médecin, on parlait ce matin Madame Gaviani. Ça peut être le certificat, l'attestation de l'association, le certificat, l'attestation du travailleur social, du CCAS, je ne sais pas, enfin de tous ceux d'entre nous qui sommes ici. Chacune d'entre nous peut faire une attestation selon la compétence de son métier. Pourvu qu'évidemment, on reprenne les paroles de la dame et qu'on note, Madame m'a dit ça, tel jour, telle heure, et je continue comme ça. Ça, c'est la responsabilité de chaque professionnel. Ça peut aussi, bien sûr, être la responsabilité du voisin, de la famille, des collègues de travail. Nous sommes d'accord. Et puis,
Encore un petit mot. Pas trop long. Pas trop long. Deux petits mots. La première, c'est nous voyons une évolution des lois. Et je veux vous en dire deux mots parce que vous êtes pour beaucoup d'entre vous des juristes. En 92, on a une circonstance aggravante dans le cadre de relations de couple, à l'époque que le mariage. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans une relation intime, on devait être en sécurité, que la maison devait être le lieu de notre sécurité. Et ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est qu'on a compris, pas vous, compris pendant le confinement, c'est que la maison pouvait devenir le lieu de l'insécurité maximum. Deuxième élément de la progression des lois, c'est l'éviction du mari violent au civil 2004, 2005, 2006 au pénal. Donc on a progressé sur l'éviction. Pas de raison que ce soit elle qui s'en aille, c'est lui qui doit partir. Et puis 2010 marque une étape pour moi révolutionnaire, c'est pour ça que je ne vais pas la rater. C'est parce que finalement on pense la protection avant la commission de nouveaux faits de violence. Et c'est révolutionnaire dans notre droit. C'est-à-dire qu'il y a l'ordonnance de protection, les moyens électroniques, donc on lance déjà le téléphone grave danger qui sera généralisé en 2014. Et ça, c'est très important. Dernière chose, les enfants. Sur les enfants, j'ai deux choses. Un, l'évolution des lois. Là aussi. Et vous savez, j'ai l'habitude de dire, les lois, c'est un puzzle. Et à chaque fois, on rajoute une pièce à la fin, ça fait pas, je ne sais pas si ça sera un jour complet, mais en tout cas, ça se complète, et c'est pas si mal. Donc, sur l'évolution des lois, on a d'une part, je ne parle pas de la loi, vous voyez, les lois récentes, je n'ai pas le temps d'en parler, donc je ne parle pas, je passe à la suite, mais peut-être juste une idée. On a eu la première loi qui prend en compte les enfants dans le couple, c'est la loi de 2010. Violence dans le couple, violence faite aux femmes, violence dans le couple et incidence sur les enfants. Et puis après, on a eu 2014, il faut que le juge se prononce dans le cadre d'un crime sur l'autorité parentale. 2016, dans le cadre d'un délit, ça ne se fait jamais dans les délits, très peu, sauf si vous dites le contraire, et pourtant c'est dans la loi, nul n'est censé ignorer la loi, sauf, c'est une question. Et puis, 2018, circonstances aggravantes, quand les enfants sont présents, au moment des violences. Et puis, 2019, suppression de plein droit de l'autorité parentale quand l'un des parents a tué l'autre parent. Et pour 6 mois, et maintenant la bataille suivante dont je parlais à M. Pradier, et dont je parle au ministre, c'est jusqu'aux assises. Et puis après, c'est l'assise qui décide, on est d'accord. Mais quand même. Voilà. Et puis, dernière chose, je veux vous lire un tout petit texte d'un enfant, parce qu'on a mis en place en Seine-Saint-Denis la mesure d'accompagnement protégé qui existe maintenant dans 9 départements et qui pourrait exister chez vous, dans vos départements respectifs. Je vous lis le texte de l'enfant. Nous voyons l'enfant seul, donc c'est l'accompagnante qui raconte ça. Il ne voulait pas venir ce matin, de crainte de voir son père. Nous le mettons à l'aise après avoir compris qu'il serait protégé de son père et sa maman aussi, que le docteur pédopsychiatre qu'il connaît, nomme volontiers, avait écrit au juge petit à petit. Il se livre et parle. L'enfant explique qu'il avait peur que l'accompagnante rapporte à son père les choses qu'il pourrait lui dire. C'est pour cela qu'il ne disait pas trop, qu'il avait peur de son père. Que son père lui posait toujours des questions sur sa maman, où elle habite, ce qu'elle fait, qu'il ne disait rien parce que sa maman n'est pas le problème. Mais c'était difficile de faire ça. Papa m'attrapait par les vêtements, secouait et me secouait. Il est bizarre par moments. Dans la maison, je mangeais assis par terre sur le matelas devant une petite table basse. Il me disait de ne rien dire à l'accompagnante. J'ai peur de lui, je ne veux plus le voir. Mais je n'osais pas le dire. Il est venu à l'école, mardi, et il voulait que je parte avec lui. Mais j'ai dit non, dit-il, fier de lui. Eh bien, l'impact sur les enfants, parce que cet enfant-là vit, est extrêmement important. Et donc, le protéger de nouvelles agressions, de l'emprise du père, est extrêmement important. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous l'avez dans la tête. Je vais terminer par une citation de Gisèle Halimi, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, je le connaissais, et voilà ce qu'elle disait.
Ne vous résignez jamais. Le refus de se résigner peut stopper la machine grinçante du malheur et la lancer sur d'autres rails. Ici, à Nancy, avec vous, avec France Victime, avec le CIDFF, les délégués aux droits des femmes, toutes les associations, toutes les personnes présentes, les procureurs, les magistrats de toutes sortes, les forces de sécurité, nous pouvons être ceux qui lancent sur d'autres rails l'avenir de ces personnes victimes. Je vous remercie. Cet outil que vous connaissez, l'ambulance de paix, vous pouvez le prendre tant que vous voulez. Merci beaucoup Ernestine, en tout cas tu as bien répondu à ma question. On a vu que les mots c'est important, mais on voit que s'il n'y a pas la volonté politique derrière, eh bien on aura du mal à arriver à atteindre le but. Je voudrais peut-être dire un petit mot, juste avant de donner la parole. Ernestine, il y a une chose que tu n'as pas dit, je vais dire, parce que ça me tient à cœur, c'est que protéger, c'est aussi faire en sorte que tous les professionnels partagent une même connaissance et une même compréhension des mécanismes de violence et des conséquences que cela peut avoir sur les femmes victimes. Et ça me tient vraiment beaucoup à cœur, parce que la prof, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est une mission donc, qui a eu comme action principale, d'établir un cahier des charges national sur les violences faites aux femmes. Et je voudrais dire, c'est vraiment la formation, ça doit être au cœur de nos préoccupations, au cœur de la protection, parce que c'est grâce à cette culture commune que nous partageons entre acteurs institutionnels et associatifs que nous amènerons la victime à libérer cette parole, à la protéger ses enfants et surtout à l'accompagner tout au long de son parcours jusqu'à la sortie des violences. Alors maintenant, je vais donner la parole à Hélène Joly, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est juriste, et qui va bien compléter ce qu'a dit Ernestine, puisque là, on va rentrer plutôt dans la pratique quotidienne de l'association, et notamment d'Hélène Joly, qui va évaluer la situation de danger. Je le disais au début de mes propos, c'est des questions que l'on doit se poser. Comment évaluer le danger, à quel moment, et pour savoir comment on va donner un dispositif, et quel est le dispositif le plus adapté à la situation. Donc, Hélène, je vous laisse la parole. Merci. Je me déplace juste pour vous présenter le visuel que j'ai préparé. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme on l'a dit précédemment, je suis chargée aujourd'hui de vous parler des intérêts et des contraintes concernant les dispositifs judiciaires de protection. Je vais commencer mon propos par la première phase qui est devenue très vite nécessaire concernant les dispositifs de protection, qui est l'évaluation. À Nancy, les premiers dispositifs de protection, donc le téléphone grave danger, est intervenu début 2016. Et depuis ce moment-là, on a véritablement travaillé sur comment évaluer, de quelle manière le faire, tout ça en partenariat avec le parquet de Nancy. Donc on a tout de suite envisagé de travailler en termes de proactivité, d'aller vraiment au-devant des victimes pour plusieurs objectifs. Déjà de toucher un maximum de personnes, et notamment les personnes les plus vulnérables, de rompre, comme l'a très bien expliqué Madame René, l'isolement souvent mis en place par les auteurs de violences intrafamiliales, avec des victimes qui ont la plupart du temps beaucoup de mal à faire des démarches, à déjà déposer plainte, mais en plus derrière faire des démarches vers des associations. Et ça permet également, comme on l'a dit ce matin, d'apporter en premier lieu une information qui est, comme on a dit, la première étape pour la protection.
Donc cette évaluation au sens large permet de toucher un maximum de situations et d'évaluer au mieux la situation des victimes. Ça permet déjà de compléter les auditions qui ont pu être faites auprès des forces de l'ordre dans un second temps, dans un temps moins stressant pour les victimes, où on peut vraiment travailler sur la libération de la parole, sur le récit de leur vie, de leur parcours de vie. Ça apporte également par la suite des éléments supplémentaires aux magistrats, notamment les magistrats du parquet qui vont devoir se positionner en termes de sanctions pénales, en termes d'opportunités des poursuites. Et bien sûr, alors dans le cadre des victimes de violences conjugales, de déterminer le dispositif de protection le plus adapté, puisqu'aujourd'hui nous en avons deux, le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement. Voilà cette première phase d'évaluation. On l'a voulu aussi, on a vraiment travaillé pour que cette évaluation intervienne à différentes étapes de la procédure et tout au long de la procédure. Donc forcément, on pense classiquement au moment du dépôt de plainte à ce qu'on connaît avec le VVI, qui est effectivement un cadre à privilégier dans le cadre en termes d'évaluation. On connaît aussi le moment de l'audience avec le travail des bureaux des deux victimes qui fonctionnent également en termes de proactivité. Et donc à Nancy, depuis fin 2017, on a mis en place un protocole autour du moment de la garde à vue, qui est quand même une étape qui est privilégiée par les magistrats du parquet en termes de violence conjugale et intrafamiliale. Donc le but est à un moment de la garde à vue de prendre en charge la victime, de la contacter, de l'informer et bien entendu d'évaluer sa situation. Plus récemment, et là en travaillant avec les forces de l'ordre, les magistrats du parquet, mais également l'application des peines, nous avons envisagé et nous avons mis en place des évaluations au moment des sorties de détention, les sursis probatoires, et on essaye de remonter un peu le temps de la procédure au maximum pour évaluer aussi les situations des victimes au moment des commissions d'application des peines, histoire d'apporter des éléments concrets au juge d'application des peines qui pourraient également, en termes d'aménagement de peine, mettre en place des dispositifs de protection, notamment en pensant au bracelet anti-rapprochement. Passer ce temps d'évaluation avec un dispositif de protection qui va être envisagé. Donc nous en avons deux, le téléphone grave danger que je vais expliquer dans un premier temps et le bracelet anti-rapprochement. Je vais vous remettre rapidement en termes de fonctionnement à quoi correspond ce téléphone. Donc c'est vraiment un téléphone portable attribué aux femmes victimes de violences conjugales, mais également de viol. Ça précise parce que c'est quand même nettement moins connu dans ce cadre-là, puisque en termes de viol, on n'est pas forcément dans un cadre conjugal. Donc, comme l'a dit Madame René, qui a été nationalisé sur tout le territoire depuis 2014. Les conditions pour le dispositif, une situation de grave danger, donc nous, en tant qu'association des deux victimes, on évalue. Une interdiction d'entrer en contact, mais plus récemment, grâce à la loi Pradier de 2019, en cas de danger avéré ou non, même si l'interdiction d'entrer en contact n'est pas encore mise en place. Une séparation et absence de cohabitation, et bien entendu, l'accord du procureur et le consentement de la victime. Le dispositif du téléphone grave danger permet de lancer des alertes avec trois acteurs. La victime qui va déclencher son alerte sur le téléphone, ce qui va engendrer un appel automatique vers l'opérateur téléphonique alliance assistance, qui analyse la situation et fait appel aux forces de l'ordre pour qu'ils interviennent le plus rapidement possible. Après avoir vu donc rapidement ces conditions d'application et la gestion des alertes d'un téléphone grave danger, on peut maintenant conclure des avantages qui sont déjà la facilité d'attribution du téléphone. Passer l'accord du procureur, c'est vrai que ça peut se faire très rapidement, ça peut se faire dans la journée, ça peut être véritablement un outil d'urgence dès le dépôt de plainte, dès la saisine éventuelle des forces de l'ordre qui seraient inquiets ou une victime qui se présenterait à nous. Un autre avantage qui est souvent noté par les victimes, c'est qu'il y a inconnu de l'auteur, dans le sens où ça ne fait pas partie de la procédure, c'est en marge de la procédure. Et c'est vrai que beaucoup de victimes ont des difficultés à faire des démarches par peur que l'auteur soit au courant et que ça envenime la situation et augmente sa colère.
Ça permet à la victime, bien sûr, dans son quotidien d'être rassurée, d'avoir un dispositif à ses côtés, de savoir que les alertes qui vont être lancées vont être considérées et vont générer une réponse. Et un dernier point, c'est un dispositif qui est quand même relativement discret, puisque ça prend la forme d'un téléphone portable totalement classique et qui pourrait être pris pour le téléphone personnel de la victime. Toutefois, on a aussi des inconvénients concernant ce dispositif. Ça demande une réelle implication de la victime au quotidien. Elle doit faire des tests pour s'assurer que le dispositif fonctionne bien. Elle doit penser à le charger, penser à l'avoir tout le temps sur soi au travail. Ça la maintient donc dans une situation quand même d'hypervigilance. Elle doit être en constante vigilance sur la situation, sur ses trajets, même si elle a le téléphone avec elle, parce que, mine de rien, ce dispositif fait reposer sa sécurité sur sa propre responsabilité, puisque c'est elle seule qui peut déclencher l'alerte. Voilà pour le premier dispositif donc, qui est là depuis plusieurs années. Et donc récemment, on a le bracelet anti-rapprochement qui est en place depuis un an quasiment maintenant. Toujours issu de la loi Pradier de 2019. Et là, le fonctionnement est différent puisqu'on a un bracelet posé sur le conjoint violent et une unité victime attribuée à la victime des violences. Pour les conditions d'octroi, on a également un dispositif différent du téléphone puisque on est dans une situation qu'on nomme là d'extrême danger. Il faut l'accord express de la victime et de l'auteur. À préciser bien sûr que l'accord de l'auteur est différent dans le cadre civil où on va véritablement avoir besoin de son accord sur le principe du dispositif. Maintenant, dans le cadre pénal, bien entendu, on ne demande pas son accord sur le principe du dispositif, on va seulement le requérir pour la cause. Et en conséquence, s'il refuse la cause du dispositif, ça pourrait engendrer une détention pour vie. Donc c'est quand même un petit peu forcé. En termes de procédure, on va avoir besoin d'une décision de justice, et c'est peut-être la grande différence par rapport au téléphone rallongé. Il faut véritablement que le dispositif soit ordonné dans une décision d'une juridiction de jugement. Ça peut être au cadre civil, dans le cadre d'une ordonnance de protection, ou dans le cadre pénal, dans un contrôle judiciaire, le prononcé d'une peine ou un aménagement de peine. Bien entendu, ça repose sur une interdiction d'entrer en contact. Dans les textes, on est vraiment dans l'idée que l'interdiction d'entrer en contact et d'approcher la victime ne sera pas suffisant pour s'assurer de la protection de la victime, et donc on vient rajouter une nouvelle obligation avec le bracelet anti-rapprochement qui vient contrôler les déplacements de l'auteur. La gestion des alertes est également différente, toujours avec les trois acteurs, la victime, le téléopérateur et les forces de l'ordre, sauf qu'on va fonctionner en zone, alors une zone d'alerte qui va être déterminée par le magistrat en même temps qu'il prend la décision du dispositif. Cette zone d'alerte va être doublée pour générer la zone de préalerte, et le téléopérateur va pouvoir intervenir dès le franchissement de cette première zone. Dans un premier temps, pour indiquer à l'auteur qui se rapproche de la victime, qu'il faut qu'il rebrousse, et également pour pouvoir saisir les forces de l'ordre s'il constate que l'auteur des violences ne s'éloigne pas de la victime. Donc ce bracelet anti-rapprochement, de par également ses conditions et son fonctionnement, apporte des avantages certains. C'est un système qui est automatique. La victime là n'a plus la charge de générer les alertes. On vient la contacter s'il y a un souci, mais elle n'a plus à s'occuper d'être responsable de lancer une alerte comme le téléphone rallongé. Les contraintes matérielles reposent également sur l'auteur des violences, ce qui est quand même un avantage dans un souci de responsabilisation des auteurs qu'ils aient aussi cette charge. Et bien sûr, on peut quand même noter une grande efficacité de par la géolocalisation en temps réel de la victime et de l'auteur pour anticiper tout rapprochement et donc prévenir toute violence. Bien entendu, le dispositif présente également des inconvénients. La mise en œuvre est soumise à une décision de justice. Donc, en termes de procédure, on est quand même on a plusieurs étapes auparavant. Une plainte, une enquête des forces de l'ordre qui, des fois, même si un travail en arcade des faits prend du temps, une décision de justice qui va aussi envisager ce dispositif. Donc ça prend quand même du temps avant d'atteindre ce dispositif.
D'ailleurs, dans la vidéo que vous avez vue ce matin de la victime qui témoignait, on ne l'a peut-être pas bien compris, mais cette dame donc, a eu dans un premier temps une ordonnance de protection, a eu un téléphone grave danger puisque c'était le seul dispositif accessible à ce moment-là. Et finalement, en arrivant à une condamnation exécutoire, on a pu prévoir un bracelet anti-rapprochement. Il y a quand même plus de 6 mois où le seul dispositif qu'on pouvait lui apporter, c'était le téléphone grave danger. L'attribution est aussi un peu plus longue et en pratique, il faut se dire que déjà, nous, en tant qu'association de victimes, on ne peut pas mettre en place une unité victime tant qu'on n'a pas la fiche navette transmise par le greffe de la juridiction du jugement. Ça peut paraître très simple comme ça, mais on a quand même parfois des audiences qui finissent à 22, 23 heures. Donc forcément, les greffiers n'ont pas forcément la possibilité de faire la fiche tout de suite. Donc ça intervient le lendemain. Du côté de l'auteur, les agents en charge de la pose des bracelets, en général le bracelet anti-rapprochement, eux mettent des fois plusieurs jours parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être plus rapides que cela. Donc c'est aussi à prendre en considération. On a déjà eu des situations où on a dû mettre un téléphone grave danger pour 24 heures ou 48 heures, le temps que la garde à vue finisse, la décision intervienne et qu'on puisse avoir les documents pour la pose du bracelet. À noter aussi que l'unité victime attribuée à la victime fonctionne comme un téléphone grave danger jusqu'à ce que l'auteur ait son bracelet. Donc forcément, le bracelet anti-rapprochement est beaucoup plus lourd comme dispositif, donc ça nécessite en amont une réelle évaluation approfondie. Déjà pour bien informer la victime du fonctionnement du dispositif et recueillir son consentement en tout état de cause. Et aussi pour déterminer les périmètres en fonction des lieux de vie de la victime et de l'auteur. Forcément, on peut en conclure par rapport à cet inconvénient que le dispositif ne sera pas adapté à toutes les situations et que certaines situations avec une grande proximité entre la victime et l'auteur engendrer de grosses difficultés pour la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement. Je finirai sur les inconvénients par un matériel qui est tout de même plus lourd, moins intuitif, donc qui est pour la victime moins discret dans son quotidien. On peut donc en conclure, on regarde toutes ces informations que j'ai essayé de vous transmettre sur la réalité de la mise en place de ces dispositifs de protection, que les deux sont vraiment compatibles et conciliables et complémentaires. Autant par rapport au temps de la procédure, au moment où on peut mettre en place ces deux dispositifs, mais aussi par rapport à toutes les situations concrètes des victimes et aussi de l'auteur. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Hélène, de nous avoir fait effectivement découvrir les avantages et les inconvénients. Après, il faut être optimiste, se dire que le TGD, regardez les conditions d'octroi d'un TGD, finalement, ça a mis du temps, et ça a été assoupli. Et donc, vraiment, c'est allé dans le bon sens. Et je rebondis sur ce que vous avez dit. Effectivement, il va falloir évaluer. En fait, c'est ce qui s'est passé pour le TGD. On a modifié les conditions d'octroi parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mesures qui n'allaient pas ou qui étaient un frein. Et puis, en tout cas, je voudrais dire que le rôle des associations pour le suivi des victimes lorsqu'elles seront attribuées à un TGD ou à un bracelet anti-rapprochement, c'est un rôle absolument essentiel. Et je crois que ces dispositifs en eux-mêmes sont très importants, mais sans l'accompagnement de l'association, ça n'aurait pas, je pense, que le même effet. Et vraiment, en tout cas, je remercie toutes et tous qui êtes ici et qui, au quotidien, accompagnent les victimes et évaluent ce genre de situation. Et les accompagner, parce que vous l'avez dit, c'est quand même contraignant pour les victimes. Et si elles ne se sentent pas soutenues, si elles n'ont pas cet accompagnement, il serait beaucoup plus difficile pour elles de supporter ces dispositifs. Alors, je vous le disais au début de mes propos, qu'un des axes forts du Grenelle des violences conjugales a été le développement et le suivi, la prise en charge des auteurs de violences. Donc, on peut dire que protéger
c'est effectivement assurer un suivi renforcé. C'est aussi assurer un suivi renforcé des auteurs de violences pour prévenir la récidive, bien sûr, et la réitération de ces violences. Cela est particulièrement important, notamment en phase préessentielle, pour les victimes de violences conjugales, dans le cas, par exemple, elles ne bénéficient pas de l'OP ou encore d'un TGD. Alors, pour en parler, donc je vais laisser la parole à Hélène Mongali, qui donc est présidente de cette fédération des centres de ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Sans originalité, mais c'est vraiment très important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs locaux et nationaux de m'avoir invité. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque vous le savez, on l'a dit ce matin, mais c'est la majorité des violences, contrairement peut-être à certaines idées reçues, encore que les choses changent. Les choses changent, c'est important de le dire. Vous avez parlé déjà ce matin de révolution. Monsieur Moreau, je crois, a fait un historique qui, à mon sens, était absolument nécessaire. Parce que il y a plusieurs révolutions en cours, à mon avis, en fait. Je crois que le fait que je sois là, peut-être, pour en parler avec vous, c'est une de ces petites révolutions. Parce que vous parlez des auteurs d'infractions violentes, je vais organiser mon propos en 3 temps. La première question qui me semble vraiment essentielle, c'est pourquoi il faut qu'on en parle aujourd'hui. La deuxième, c'est qui, de qui parle-t-on? Vous avez parlé un peu, vous avez commencé à ébaucher un portrait des stratégies de l'agresseur. Je vais y revenir. Alors, je voulais vous remercier pour... Je l'ai pris avec moi parce que vous m'avez fait un cadeau. Alors, je suis contente d'être venue aussi pour ça. Je veux dire pourquoi je suis contente, parce que je ne connaissais pas cet outil. C'est un outil à destination des victimes, mais en réalité, je pense que ça serait extrêmement utile qu'on puisse s'en servir avec les auteurs, notamment sur la question de la gradation de la violence, et on y reviendra. Donc, pourquoi parler des auteurs, de qui parle-t-on, et que faire avec ces auteurs? Voilà. Bon. Alors pourquoi? On a déjà un petit, et puis la réponse en fait elle est dans le titre de ces journées, et elle est aussi dans le témoignage qu'on a vu ce matin, témoignage vidéo, parce que cet agresseur, l'auteur de violence à l'encontre de cette femme, sa peine va se terminer. Et si on n'a rien fait, s'il n'a pas été pris en charge correctement, il va recommencer. C'est clair. Et donc, si on ne le prend pas en charge correctement, on ne protège pas la victime. Alors, ça paraît évident et dit comme ça. Mais en fait, ça n'était pas tant que ça il y a une dizaine d'années, il y a encore même 4-5 ans, et parfois, il y avait vraiment une sorte de clivage entre ceux qui s'occupaient des auteurs, ceux qui s'occupaient des victimes. À mon avis, la révolution aujourd'hui, elle est là, entre autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que si on veut une prévention efficace de la violence, on peut travailler ensemble. Et évidemment, notre objectif est commun. Première révolution. Deuxième révolution, c'est la question de la prévention, bien sûr. De l'évolution, vous avez dit peut-être qu'on arrivera à la protection et à la prévention, mais bien sûr, j'espère. Et il y a aussi quelque chose qui s'opère en termes de prévention en France aujourd'hui. C'est-à-dire que très longtemps, la prévention a été à l'adresse essentiellement des victimes potentielles. C'est nécessaire, c'est bien, c'est utile, mais ça ne suffit pas. Et en plus, ça pose un peu la question de faire porter une forme de responsabilité. Vous parlez d'inversion de la responsabilité, mais on est un peu là-dedans. Quand on fait de la prévention en matière de sécurité routière, on s'adresse pas aux piétons en leur disant attention aux voitures qui passent, on s'adresse aux conducteurs, il ne faut pas boire, etc. Et bien, en matière de violence, je crois qu'il faut penser un peu de la même manière, et j'y reviendrai aussi. Alors, pourquoi on parle? On en a dit quelques mots. De qui parle-t-on? Eh bien, on ne sait pas très bien, en réalité. On ne sait pas très bien, alors on progresse. On progresse parce que longtemps, il y a eu des idées reçues très contre-productives, je pense, sur la question des violences, en particulier des violences sexuelles, mais pas que. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques années, l'auteur de violences sexuelles, c'était le prédateur dans la rue qui saute sur la femme inconnue ou sur l'enfant inconnu. Alors, ça existe malheureusement, mais c'est vraiment pas la règle, c'est vraiment pas la majorité des violences. Et quand on parle comme ça de l'auteur de violences sexuelles, ça occulte la réalité des violences sexuelles qui est en majorité dans l'entourage proche, dans l'environnement familial. Donc ça, c'est très important. Non, il n'y a pas un profil type. Alors là, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous avais mis
portrait robot, il n'y a pas de portrait robot. Alors, il n'y a pas de portrait robot. Bon, on a quand même quelques chiffres. Effectivement, vous avez parlé de la question du genre. Alors, bien sûr qu'il y a des femmes auteurs, on le sait, notamment sur les enfants, il y a des études qui montrent qu'il y a 10 à 20% de femmes auteurs, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il y a une influence du genre pour aussi. Mais il faut être prudent quand on parle de chiffres, toujours, parce que vous le savez très bien, il y a des sources diverses, et puis finalement, même par les enquêtes de victimation qui probablement se rapprochent un peu plus de la réalité, on est toujours en dessous de la réalité des chiffres des violences. Ça nous donne quand même quelques indices. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que oui, ce sont en majorité des violences commises par les hommes, oui, ce sont en majorité des violences commises par les violences sexuelles sur les enfants, même s'il peut y avoir des facteurs. Attention aux angles morts, donc sur la question de la violence féminine, mais aussi, je le dis, je le redis souvent, la majorité des violences sexuelles sont commises sur des mineurs, et j'ai des mises en cause pour des violences sexuelles sur mineurs, un mis en cause sur deux est lui-même mineur. Il y a une part importante de violences sexuelles sur mineurs qui sont commises par des mineurs. Les mineurs sont tous mineurs, ils sont tous normalement sous le joug de la protection de l'enfance. Il faut aussi s'occuper de ces mineurs auteurs de violence, parce qu'il y a évidemment un enjeu absolument fondamental en termes d'évolution. Plus on prend en charge tôt et plus on a l'espoir que ça évolue favorablement et qu'il n'y ait pas de récidive et donc qu'on ait toutes les catastrophes. Alors, on l'a vu, il n'y a pas un profil type. Vous remarquerez que je vous ai mis un portrait robot en cravate. Parce que pareil, l'agresseur vient de, ça on sait depuis longtemps maintenant, mais de tous les milieux sociaux. On le sait, mais quand même, c'est important de se le redire. Il y a quelques ouvrages récents, des romans, des récits, notamment je pense au livre de Camille Kouchner, qui nous a bien montré que ça touchait toutes les classes sociales. Et qu'il fallait s'en préoccuper dans tous les milieux. Alors, est-ce qu'il y a un profil clinique type? Oui. Enfin non, plutôt, parce qu'auteur de violence n'est pas un diagnostic évidemment, mais oui, un peu quand même. C'est-à-dire que nous, en tout cas, quand on évalue les auteurs de violence, eh bien, on va rechercher des traits de personnalité notamment qui vont orienter ensuite notre prise en charge. Si je vous dis ça, c'est pas purement descriptif, et puis je ne vais pas vous faire une description psychopathologique des auteurs de violence en quelques minutes, c'est pas ça. C'est juste pour vous dire que nous, on s'attache vraiment à faire une évaluation extrêmement rigoureuse du fonctionnement des auteurs, pour pouvoir ensuite ajuster notre prise en charge pour être le plus efficace possible. Alors, il y a des traits communs qu'on va retrouver, dont vous avez parlé tout à l'heure, déficit d'empathie, la manipulation, la culpabilité, et puis après, des choses un peu plus spécifiques, donc on va voir dans quel fonctionnement de personnalité on se situe, sachant qu'on a des personnalités qui sont des profils de personnalité qui sont plus à risque de violence, notamment les personnalités psychopathiques, perverses ou paranoïaques, je ne détaille pas. Juste un mot quand même sur une vigilance qu'on va avoir sur le cycle de la violence. Je ne sais pas si ça vous parle. Évidemment, vous savez, toutes les victimes de violence ne deviennent pas violentes, évidemment. En revanche, parmi les auteurs de violence, on sait qu'il y a à peu près un auteur sur trois, c'est assez bien documenté, qui a été victime de violence. Et on sait aussi que si chez ces auteurs, les symptômes psychotraumatiques des violences qu'ils ont subies n'ont pas été pris en charge, ils sont plus à risque de commettre un nouveau des violences. Donc il faut prendre en charge cette dimension-là aussi. Donc il n'y a pas un profil type, il y a des traits de personnalité qu'on va aller chercher pour aller travailler dessus, et il y a des facteurs explicatifs multiples. Voilà, alors voilà, il y a de la complexité, il faut aller les chercher, notamment si je prends l'exemple de la violence sexuelle sur mineurs. Là j'attire votre attention sur le fait qu'il y a parfois des confusions, vous avez parlé de vocabulaire tout à l'heure, c'est très important d'être précis dans les mots. Par exemple, le terme de pédophile est assez mal choisi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais d'un point de vue purement médical, c'est parce que le terme de pédophile désigne un trouble psychiatrique qui est caractérisé par une attirance sexuelle pour l'enfant, mais sans qu'il n'y ait nécessairement de passage à l'acte. Et s'il y a un passage à l'acte, on va avoir pédocriminalité. Bien sûr, on peut être pédophile, passer à l'acte et devenir pédocriminel, mais pas nécessairement. Et là aussi, en matière de prévention, il y a un enjeu majeur, j'y reviendrai. Par ailleurs, toutes les personnes qui agressent sexuellement des enfants ne sont pas attirées sexuellement par les enfants nécessairement. Ça peut être une forme d'expression de violence destructrice. Bon. Je ne vais pas détailler ça, juste vous dire qu'il faut qu'on s'attache à toutes ces dimensions-là. Est-ce qu'il y a une attirance sexuelle? Oui ou non? Quelles sont les interactions relationnelles, les difficultés relationnelles? Et puis aussi les difficultés situationnelles. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on veut être vraiment efficace, une fois qu'on a analysé rigoureusement le fonctionnement des auteurs, il faut aussi analyser précisément avec la trajectoire psychocriminologique
pas juste pour comprendre, mais aussi pour savoir où est-ce qu'on peut agir, pour éviter que ça recommence. Donc, une trajectoire psychocriminologique, en général, c'est ça. Toujours ça, mais c'est souvent ça. Il y a des facteurs de risque. Les facteurs de risque, je vais revenir un peu là-dessus si vous voulez. Il y a l'idée qu'il y a une violence, et là, je me sers du violentomètre. La violence, ça n'arrive pas tout à coup, ça arrive, mais c'est très rare. En général, ça commence, ça progresse, l'idée, elle est de plus en plus présente, il y a des actes qui commencent, et il y a une gradation comme ça. Et on peut intervenir avant le passage à l'acte. Et en fait, idéalement, il faudrait qu'on travaille à intervenir absolument avant. Et en général, il y a des facteurs précipitants qu'il faut pouvoir repérer aussi, je vais vous montrer lesquels. Et puis, derrière, il y a l'évolution, bien sûr. Donc là, on peut faire de la prévention tertiaire, c'est-à-dire après le passage à l'acte pour être récidive, mais on peut aussi faire de la prévention en amont. Alors, les facteurs de risque, je vous dis très rapidement, parce que ça peut quand même, je pense, être intéressant à savoir. Les facteurs de risque, alors c'est des antécédents de violence. Quand il y a des antécédents de violence, ça paraît bête, mais on est plus à l'aise d'en commettre à nouveau. Et puis, les deux facteurs principaux, c'est antécédents de violence et consommation d'alcool, abus de substances. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte aussi absolument et à traiter absolument. Et les facteurs précipitants, et là on retrouve, vous voyez ce que c'est la victime ce matin, c'est les événements de vie, type séparation, naissance, deuil. Voilà. Alors quand l'idée avec les auteurs, c'est vraiment de repérer quels sont leurs facteurs de risque, est-ce qu'on peut agir dessus, oui ou non, et qu'est-ce qui peut précipiter un passage à l'acte violent, est-ce qu'on peut agir dessus, et si oui, comment. Et à chaque fois, de les aider, et pour nous, pour nous professionnels, d'évaluer le risque hétéro-agressif. Ce risque, il évolue, il n'est pas tout le temps, il n'est pas stable, il n'est pas tout le temps maximal. Voilà. C'est quelque chose qui bouge, donc il faut évaluer tout le temps. Et quand on a une inquiétude, mais il faut faire quelque chose. Et ça, c'est très important à dire aussi, on n'a pas trop parlé ce matin. Mais il y a la question du signalement. Donc quand on suit en milieu libre, en prison c'est un peu différent, mais en milieu libre des auteurs de violence, et qu'on s'inquiète d'une récidive, mais il faut se dire. Alors, ça ne donne pas forcément la solution, hein, mais enfin quand même, il faut se mettre à plusieurs à réfléchir pour protéger la victime potentielle, absolument. Les acteurs ne sont pas toujours à l'aise avec la question du signalement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il faut toujours former aussi les professionnels pour qu'ils puissent le faire. Et puis s'il y a des facteurs protecteurs, c'est bien de s'intéresser aussi, puisqu'on parle toujours des facteurs de risque, mais c'est bien de s'intéresser aux facteurs protecteurs aussi. Alors, la prise en charge, très rapidement, pour les auteurs qui ont été condamnés, ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs de violence, bien sûr, il y a des dispositifs médico-judiciaires assez étoffés. Et donc c'est important de s'appuyer dessus, notamment le dispositif de l'injonction de soins, qui a été mis en place par la loi de 98, est très intéressant en ce qui structure la coordination entre la justice, le soin, le social. Et que c'est cette coordination qui permet de limiter les risques de récidive. De façon très pragmatique, ce qu'on fait, nous, psychiatres, auprès de ces auteurs de violence, alors, évidemment, on fait un peu du sur-mesure en fonction de l'évaluation que je vous ai présentée tout à l'heure, mais globalement, il y a toujours une prise en charge psychothérapeutique qui est nécessaire, mais qu'on va ajuster la forme de la psychothérapie au profil du patient, soit en individuel, soit en groupe. Et pour les auteurs de violence, ça peut être assez intéressant d'utiliser des thérapies de groupe parce qu'il y a un truc réflexif comme ça, voire, ça a été abordé très très rapidement ce matin, c'est pas médical, mais la question de la justice restaurative est intéressante aussi, les commissions évidemment. Et puis, il peut y avoir besoin dans certains cas de traitement pharmacologique, on va les exposer tous maintenant, mais ça peut être nécessaire, et quand c'est nécessaire, il faut le proposer, absolument. Et bien sûr, le traitement des addictions, je vous l'ai dit et redit, c'est absolument nécessaire parce que c'est un facteur facilitateur de violence. Facilitatif. Voilà, et pour aider les professionnels, et pas que les professionnels, d'ailleurs, tous les intervenants qui travaillent dans le champ de violence, alors sexuelle en particulier pour les CRIAFS, mais je vous le dis parce que j'espère que vous connaissez les CRIAFS de vos régions, mais peut-être pas, mais si c'est pas le cas, j'en profite. Il y a un centre de ressources par région, les CRIAFS sont rattachés aux hôpitaux publics et qui ont ces centres de ressources vraiment des missions de formation et soutien aux professionnels de tous les champs, que ce soit de la justice, du social, de la. Donc, s'il y a une situation compliquée de prise en charge d'une situation de violence, vous pouvez vous tourner vers les CRIAFS pour réfléchir avec eux et essayer d'être accompagnés sur des pistes de travail. Voilà. Donc je reviens quand même un peu sur la question de la prévention. Donc on l'a dit, j'étais invitée à parler de la prise en charge des auteurs. Mais en fait, je voudrais vous parler de la prise en charge avant. Vous avez bien compris que maintenant on essaie de cranter
encore un peu plus, c'est-à-dire de travailler sur le dépistage. Alors Madame Galeano-Secaldi ce matin a parlé du dépistage nécessaire, important, des victimes de violences, notamment évidemment les médecins généralistes, ils sont un peu aux premières loges et c'est des acteurs très importants au niveau de la santé publique. Mais les médecins généralistes, ils voient aussi les auteurs de violences et les auteurs potentiels de violences. Et s'ils ont une inquiétude, s'ils repèrent des signes, parce qu'il y a des signes qui peuvent inquiéter, ils doivent poser la question. Alors ça peut surprendre ça, parce qu'on se dit, si je demande à Monsieur X, est-ce que vous pensez que vous pourriez être violent avec votre femme? Non. Mais en fait, on a des surprises quand même. Et il y en a qui répondent, ouais, là j'ai peur que ça arrive. Et ça, ceux-là, c'est pas tous. Il y en a. Ceux-là, on ne peut pas les rater. On ne peut pas leur dire, on ne peut pas détourner le regard. Parce que là, il y a des victimes, c'est sûr. Donc ceux-là, il faut pouvoir leur proposer quelque chose. Et ceux-là, il faut pouvoir leur poser la question. Donc on travaille aussi là-dessus avec le comité de lutte contre les violences intrafamiliales que préside Madame Galeano-Secaldi. Voilà. Donc, en conclusion, vous l'aurez compris, si on veut être efficace sur la prévention de la violence, eh bien, il faut une prise en charge globale de la victime, des auteurs, des enfants, des témoins de manière générale, mais des enfants témoins, vous avez raison de le dire, c'est absolument nécessaire en termes d'évolution. Comment vous construisez ces enfants? Il faut les prendre en charge. Une prise en charge qui soit pluridisciplinaire, donc médicale, oui, mais les médecins seuls, ils ne font rien de bien, surtout sur la question de la violence. Il faut absolument que ce soit avec la justice, avec le social, et j'insiste, avec le social, c'est absolument fondamental. Et puis évidemment, l'importance de la prévention, donc on l'a dit après le passage à l'acte, mais vraiment, tournons nos efforts vers avant le passage à l'acte. On sait qu'il y a des dispositifs qui existent. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pédophilie, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'avec la Fédération des CRIAFS, on a mis en place depuis 1 an un numéro d'évaluation, d'appel pour une évaluation et une orientation des personnes attirées sexuellement par les enfants qui ne veulent pas passer à l'acte. Ça existe en Angleterre depuis 15 ans, ça existe en Allemagne depuis 10 ans. Ça a montré une efficacité. On sait que ça marche. On sait donc qu'on a évité des agressions sexuelles d'enfants. Donc on ne peut pas ne pas le faire, me semble-t-il. Donc ça existe en France depuis 1 an. Je crois qu'il faut continuer à parler de ces dispositifs et surtout l'intégrer dans une réflexion globale qui, je crois, celle qu'on a aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. En tout cas, je ne sais pas vous, moi j'apprends beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur ce sujet. Et j'avoue que je suis un petit peu dans ce que vous avez dit au tout début de vos propos. C'est vrai que c'est une petite révolution. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des victimes, comme aujourd'hui, protection des victimes, vient de mettre dedans la prévention, le suivi, la prise en charge des auteurs. Et vraiment, je vous avais bien persuadé sur la nécessité de le faire. En tout cas, c'était cette idée. Parce que il faut que je vous dise que quand j'ai vu le programme, quand j'ai vu outils de protection et j'ai vu les auteurs, un quart de seconde, parce que je connais quand même bien tout ça, je me suis dit, oh, c'est bizarre d'avoir mis là. On m'a appris tout de suite, après j'ai été bien convaincue. En tout cas, merci beaucoup. Alors, maintenant, je vais dans mon programme, je ne sais plus son nom. Voilà. Ah, c'est parfait. Alors, maintenant, je vais donner la parole donc, à la dernière intervenante, qui est Madame Héloïse Le Goff. Alors, Madame Héloïse Le Goff, elle va nous parler de l'indemnisation des victimes. On en a beaucoup parlé, sans savoir qu'on ne peut pas. Et donc je trouve ça aussi, ça m'a aussi surpris, quand j'ai pris connaissance du programme, de dire tiens, mais, disons instinctivement, je me suis dit tiens, on a mis là aussi, est-ce que c'est un outil? Mais très vite j'ai pensé effectivement que c'était un outil. Pourquoi? Parce que protéger finalement, c'est aussi permettre à la victime d'obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi. Parce que cette réparation, cette indemnisation qu'elle va recevoir, ça va l'aider à se reconstruire.
Et puis aussi, le système du fonds de garantie est un système absolument exemplaire, que j'aime beaucoup citer en exemple parce que je suis devant les instances européennes. C'est-à-dire que vraiment on évite à la victime d'avoir à de nouveau entré en contact avec l'auteur pour obtenir des dommages-intérêts. Et ça va être le rôle du fonds de garantie de servir d'intermédiaire. C'est lui qui va se charger de responsabiliser l'auteur, finalement, en lui demandant, enfin en le poursuivant pour qu'il paye cette indemnisation, cette réparation. Et ça, je crois que ce rôle est très important, on l'oublie souvent, et voilà, je suis très contente de donner donc la parole à Mme Leboeuf qui va bien nous expliquer le rôle du fonds de garantie pour une meilleure protection des victimes. Merci infiniment. Bonjour à tous, sans originalité. Je vous félicite également pour l'organisation de cet événement, tout à fait remarquable. C'est un honneur sincère, c'est une première pour moi aussi, alors pas que le fonds de garantie soit invité et s'exprime aux assises nationales, presque chaque année, mais en tout cas c'est la première fois que je m'exprime et j'en suis honorée. Honorée d'être parmi vous, tant la thématique choisie est au cœur de la raison d'être du fonds de garantie des victimes, qui collabore de longue date avec la Fédération France Victimes et de manière renforcée d'ailleurs depuis 2 ans, et la signature d'une convention de partenariat entre Marie-Solène Régnier, que je salue à nouveau, votre présidente, et notre directeur général Julien Reinski. L'idée de cette convention de partenariat était justement de collaborer beaucoup plus étroitement, notamment au parcours des victimes. Et il a abouti cette année au lancement du site parcoursvictime.fr que je vous invite à consulter si ce n'est déjà fait. Alors ça répondra peut-être, en tout cas nous avons essayé de suivre l'assertion de monsieur le procureur ce matin, c'est-à-dire au-delà d'informer, que les victimes comprennent effectivement l'ensemble des outils qui existent, parce que finalement il y a beaucoup d'outils de protection des victimes. La difficulté c'est comment ces outils s'articulent parfois. Et donc nous avons essayé de marquer, jalonner les étapes d'un parcours d'une victime de façon concrète et vulgarisée du mieux possible, puisque c'est un parcours qui est quand même très juridique. Donc l'indemnisation, évidemment, c'est mon sujet, c'est un outil majeur, sinon capital, d'aide et de protection des victimes. C'est même, comme le disait le bouillonnant et brillant Jérôme Moreau ce matin, un droit fondamental. Et il est important que les victimes y recourent. Un mot sur le fonds de garantie des victimes, tout de même. Un petit peu d'historique. Le fonds de garantie des victimes regroupe en fait 2 fonds de garantie. Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, créé en 1951 et qui a donc 70 ans cette année, qui les aura en décembre, tout du moins, qui indemnise les victimes d'accidents de la circulation lorsque l'auteur responsable n'est pas assuré ou non identifié dans les nombreux cas de délit de fuite. Et depuis respectivement 1986 et 1990, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui indemnise les victimes d'attentats terroristes et d'infractions de droit commun. Il en a été beaucoup question ce matin, les victimes notamment de violences sexuelles, de violences conjugales, la traite humaine et également les escroqueries. 2 fonds, mais une seule équipe et un seul instrument d'indemnisation des victimes qui est effectivement, vous le rappeliez, unique en Europe et exemplaire. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour des comptes, qui ne dit pas toujours que des choses amènes à l'égard des entreprises de services publics, et également la Commission européenne. Chaque fonds est administré par un conseil d'administration qui est composé de représentants de l'État et de représentants des victimes, et je salue d'ailleurs Isabelle Sadowski, la directrice juridique de la Fédération France Victimes, qui siège au conseil d'administration du FGTI. Nous sommes un opérateur de service public, puisque notre financement repose principalement sur le contribuable à 80%, et précisément sur la collectivité des assurés par le biais d'une cotisation sur chaque contrat d'assurance de biens.
Nous agissons à ce titre au nom de la solidarité nationale et le Fonds Garantie des Victimes, ce sont près de 350 collaborateurs qui sont mobilisés au quotidien au service des victimes. À Vincennes et à Marseille, nous avons une délégation. Mon directeur général, Général Skin, que j'évoquais et qui regrette de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui, définit souvent le fonds ainsi, dit que le Fonds Garantie des Victimes est là pour prendre en charge, finalement pour aider, pour protéger, puisqu'effectivement les deux verbes se conjuguent, tous celles et ceux dont la vie a basculé à cause de la violence terroriste, criminelle ou routière. Quelques chiffres que vous allez voir particulièrement éloquents concernant notre activité. Le fonds prend chaque année en charge plus de 100 000 victimes, et précisément 103 009 victimes en 2020, a versé 535 millions d'euros d'indemnités, et nous avons recouvré auprès des auteurs près de 94 millions d'euros. Alors oui, on dit souvent que les chiffres parlent d'eux-mêmes, et je trouve que posé ainsi sur ce slide, cela donne à voir très vite le rôle de protection matérielle, mais pas que, joué par le Fonds Garantie auprès des victimes, puisque si nous n'existions pas, ces 103 009 victimes recouvriraient avec beaucoup de difficultés et certainement beaucoup de souffrance moins de 18% de la réparation financière qui leur serait réellement due. Donc effectivement, vous l'exposiez en préambule, nous réparons intégralement les victimes et ensuite nous tentons de recouvrer les sommes versées auprès des auteurs, et donc nous faisons interface. On peut aisément imaginer la difficulté pour une victime de viol de devoir elle-même interagir de nouveau avec l'auteur responsable pour obtenir l'indemnisation qui lui est due. Nous avons 3 missions. Indemniser, la plus connue, recouvrer donc, et également la prévention, qui est moins connue, j'y reviendrai. Et ces 3 missions protègent les victimes. Indemniser, c'est protéger. C'est déjà protéger le statut de la victime, puisque l'indemnisation, c'est une forme de reconnaissance pour toute personne victime de souffrance physique et psychique. C'est un extrait du rapport d'activité qui est disponible sur notre site que j'ai choisi de vous montrer, extrait sur le sens de l'indemnisation que nous avons d'ailleurs rédigé en collaboration de nouveau avec les équipes de la Fédération France Victimes. C'est évidemment une protection matérielle. L'indemnisation elle vient en complément des dispositifs de soins et d'aide sociale, et c'est un moyen d'aider les victimes à reprendre le cours de leur vie, à participer à leur reconstruction personnelle. Indemniser, c'est protéger surtout évidemment les plus vulnérables. Ce qui signifie que l'indemnisation, elle, s'envisage souvent sur le long terme pour les victimes de préjudices corporels lourds. Dans les situations de handicap, en effet, nous privilégions le versement de l'indemnisation sous forme de rente, mais j'y reviendrai. Le recours, c'est protéger les victimes en s'interposant entre elles et l'auteur, je l'ai évoqué déjà, donc et c'est effectivement un rôle majeur. Parce que juridiquement, le Fonds Garantie des Victimes est subrogé dans les droits de la victime, il ira en son nom et contre tout principe d'impunité exercer le recours contre l'auteur, qui doit finalement, au sens propre, payer pour l'acte répréhensible qu'il a commis. Ce qui permet de dire que non, le Fonds Garantie n'est pas l'assureur gratuit des auteurs. Parce que parfois, nous l'entendons. Ce sont plus de 120 000 auteurs qui sont débiteurs au Fonds Garantie. Donc sur les 350 collaborateurs que j'évoquais, une soixantaine de collaborateurs œuvrent au service recours amiable et recours judiciaire quand nous n'arrivons pas à obtenir d'arrangement. Et ce sont souvent des échéanciers qui s'échelonnent sur le long terme avec les auteurs. Un mot sur le SARVI, il en a été question d'ailleurs ce matin. J'évoquais les dates de 1986 et 1990, et en 2008, le FGTI a créé le SARVI, le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. C'est un filet de protection supplémentaire pour l'ensemble des victimes, pour justement les protéger du non-versement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués à l'issue d'une décision de justice. Ce sont près de 45 000 victimes qui sont prises en charge chaque année. Et effectivement, je tue le mythe, mais nous n'arrivons pas toujours à recouvrer les dommages et intérêts, mais nous mettons tous les moyens en œuvre pour ça.
prévention, alors ce n'est pas le rôle le plus connu du fonds de garantie des victimes, puisque par définition et par essence, nous agissons en aval une fois que le drame est arrivé pour réparer financièrement la victime. Mais quand nous pouvons prévenir les drames, eh bien nous aussi, nous essayons de le faire. C'est notamment le cas de la prévention et des actions de sensibilisation que nous menons concernant le syndrome du bébé secoué. Près de 500 victimes bébés secoués sont actuellement accompagnées dans le fonds garantie et ce chiffre ne faiblit pas, donc ça nous inquiète. Je tiens cette affiche d'ailleurs à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient la punaiser au mur de leur bureau, de leur entreprise. J'ai parlé des enjeux, un petit mot sur les outils, donc j'ai choisi au regard du thème d'évoquer la tutelle, la curatelle et l'administration ad hoc, et je sais que de façon plus détaillée et plus aboutie, il en sera question donc demain matin, notamment par Édouard Durand. Dans le traitement de chaque situation, et surtout encore une fois pour les victimes de préjudices corporels lourds, le fonds analyse sur la base des données situationnelles, médicales de la victime, la nécessité de prendre une mesure de protection légale. C'est-à-dire que si l'on observe, notamment par exemple en cas d'expertise médicale, que sur le plan somatique et ou psychique, la situation est susceptible de nécessiter une mesure de protection, donc que la victime soit représentée ou assistée pour l'ensemble des actes de la vie civile, le fonds se met immédiatement en lien avec ses proches et ou l'avocat de la victime pour mettre en place une tutelle, une curatelle. Dans quelques rares cas, particulièrement problématiques, de victimes isolées notamment, le fonds de garantie a pu être amené à signaler à l'autorité judiciaire des situations de victimes non protégées, puisque le fonds de garantie n'est pas en tant que tel évidemment une autorité judiciaire. Nous alertons le parquet qui, après enquête, peut désigner un juge des tutelles. On parle évidemment ici de protection patrimoniale de la victime. Parfois, contre elle-même, nous avons des cas de victimes traumatisées crâniens qui développent des troubles d'achat compulsif et qui peuvent être amenés à dilapider le capital qui leur a été versé, alors qu'ils doivent évidemment pouvoir à leurs besoins élémentaires quotidiens. Protéger aussi parfois contre un entourage indélicat, et dans ces cas-là, qui pourrait également dilapider les sommes versées à la victime. Dans ces cas-là, nous en référons au juge. Dans le cadre, encore une fois, d'interaction avec un juge des tutelles, l'offre d'indemnisation, qu'il s'agisse du versement des provisions ou l'offre d'indemnisation définitive, est systématiquement soumise à la validation du juge des tutelles, qui contrôle également par la suite l'usage des fonds. Concernant les mineurs, un sujet qui a été évoqué, leur patrimoine, je le savais, est distinct de celui de leurs parents et ils sont juridiquement considérés incapables, donc ils sont, pour le fonds de garantie, par essence des victimes protégées. Dans ce cas, c'est le juge aux affaires familiales qui fait office de juge des tutelles. Autre outil dont je vous parlais en préambule et que nous privilégions, c'est le versement de l'indemnisation sous forme de rente. 1500 rentes sont gérées par le fonds actuellement pour les victimes de handicap lourd, dans le cas de préjudice corporel lourd. Les trois principaux postes qui concourent au calcul des préjudices patrimoniaux sont l'aide humaine, le coût de la tierce personne qui va assister pour ses besoins quotidiens la victime 3 heures, 10 heures par jour, voire parfois H24, les frais médicaux futurs et la perte de revenus futurs. Encore une fois, dans les cas de handicap lourd, ces sommes peuvent atteindre des millions d'euros. On peut aisément imaginer qu'un versement sous forme de capital à placer peut être délicat pour la victime comme pour l'entourage de la victime. Pourquoi nous ne le privilégions pas? Notamment parce que justement le capital placé est soumis à des variables économiques et situationnelles qui sont aléatoires, alors que la rente versée mensuellement accompagne la victime et elle est assurément revalorisée chaque année. Les variables économiques, j'entends parler évidemment 3 qui sont bien connues: l'inflation, sujet hautement d'actualité, l'espérance de vie et les taux d'intérêt. Autre sujet d'actualité, le confinement qui a empêché la Fédération France Victime de se réunir l'année dernière. Lorsque le fonds de garantie a été confiné en mars 2020, comme toute entreprise, nous avons mis en place notre plan de continuité d'activité. Et la priorité de toutes les priorités a été le maintien absolu du service des rentes. Voilà, j'espère avoir tenu le timing. Merci de votre attention.
Camille parfaitement tenu. Merci madame, merci mesdames. On va peut-être passer aux questions du public. Si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions. Non. Est-ce que vous voulez conclure? Madame la Présidente, je vous laisse conclure. Bon, je voulais, en tout cas, s'il n'y a pas de questions, moi je pense que beaucoup de choses ont été dites. Ça a été vraiment une table ronde. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier parce que ça a été une table ronde très enrichissante. Et ça fait des années que je m'occupe bien sûr des violences et des victimes de violences surtout, depuis des années. Mais je dois dire que j'ai été encore enrichie, j'ai appris encore beaucoup grâce à vos interventions. Nous avons eu plusieurs regards, et des regards toujours pertinents. Bien sûr, la protection inconditionnelle des victimes, nous défendons les victimes depuis des années, et puis bien sûr les associations, mais aussi ce regard sur les auteurs de violences, et on a bien compris que les auteurs de violences, eh bien, leur prise en charge est déjà, mais doit être amplifiée pour vraiment arriver à bien lutter contre ces violences et à faire qu'il y en a surtout beaucoup moins, parce qu'il y a moins de violences, il y aura moins de victimes. Et puis enfin, un regard un peu financier sur ces violences, mais vous l'avez bien expliqué, et merci beaucoup, bien de nous dire que effectivement c'est une reconnaissance. Et ça, on sait comme c'est important pour une victime d'être reconnue. Qu'elle soit reconnue par les forces de sécurité quand elle vient déposer plainte, qu'elle soit reconnue par les professionnels de la justice, qu'elle soit reconnue par toutes les institutions. Et ça, je crois que c'est grâce à cette reconnaissance aussi qu'elle va se reconstruire et avoir une nouvelle vie. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci mesdames. Juste avant de marquer une petite pause, je crois qu'on a une vidéo à présenter. Je laisse chère Astrid René nous en dire quelques mots. Petite surprise. Pour finir, quelque chose d'agréable. Il s'agit d'un clip vidéo qui a été réalisé par des jeunes de 3e dans le cadre des dispositifs que nous avons cette année, qui s'appelle Jeunes contre le sexisme. Vous pouvez le retrouver sur le site www.cetsanne.fr, observatoire, vous allez voir. C'est quelque chose d'agréable, de frais. Ça a été réalisé par des jeunes, donc le scénario écrit par des jeunes de 3e, joué par les jeunes de 3e, et ce clip est donc réalisé avec l'aide d'une professionnelle. Et ce clip a eu le premier prix au Festival international de La Rochelle de la prévention. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection. Vous allez voir, vous allez avoir du plaisir. Salut à tous, soyez les bienvenus sur HHO. Eh bien, Josiane, quel objet allez-vous nous présenter aujourd'hui? Un vent de liberté et de bonheur qui sont sur le plateau ce matin. Une exclusivité HHO. Une technologie exceptionnelle développée en France. Absolument géniale. La poudre respect. Et qu'est-ce que c'est que cette poudre, Josiane? Eh bien, Jean-Bernard, cette poudre est un miracle qui va révolutionner la vie des femmes. Je m'adresse aux téléspectatrices, vous à la maison qui m'écoutez, vous qui rêvez d'être à égalité avec les hommes. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où on vous a humilié, insulté, où on a colporté des rumeurs à votre sujet? Eh bien, ce produit est fait pour vous. Mais de quoi parlez-vous, Josiane? C'est incroyablement simple et efficace. Petite démonstration. Eh les gars, je ne sais pas raconter. Il s'est passé un truc de ouf. Vous avez vu la story de Sarah sur Snap? Elle a publié des photos avec un décolleté. Ça se perd n'importe plus. Déjà, elle est sortie à Graille. 6 mois plus tard, avec ma vie. Avant, dans ce genre de situation, je serais partie la tête baissée. J'aurais eu grave le seum. Mais maintenant, grâce à la poudre de respect, tous mes problèmes ont disparu. C'est de la merde. Quoi? J'ai une grande sensation. Je me sens moins con d'un coup. Juste parce que c'est meuf, n'importe
bon, n'importe. Époustouflant! Comment ça marche? Écoutons notre expert nous montrer comment fonctionne cette poudre respect. Grâce est également un frein reconnu dans la famille. Le lobe préfrontal se situe les préjugés sexistes est agité par un mouvement moléculaire qui libère ainsi l'énergie naturelle de l'empathie. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se demande pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt. Ce produit marche-t-il dans toutes les situations? Effectivement, Jean Bernard, ce produit marche à tout cas. Vous connaissez cette situation fort désagréable où c'est votre propre famille qui vous opprime? Ça existe encore, ça? J'en ai bien plein, Jean Bernard. Mais regardez plutôt. Petite démonstration des effets de ce produit. Non, ma fille, mais t'as pas eu? Mon corps est sacré. T'as pensé un peu à nous? Je représente l'honneur de la famille. Bon là, si je te chauffe, allez, son tour. Ma chérie, mais pardonne-nous. Je ne sais pas comment penser, enfin. Ton corps t'appartient. C'est ton choix et nous serons toujours là pour t'écouter. Et t'épauler quand tu en auras besoin. Comme moi, quoi, de base. Waouh, c'est incroyable. Maintenant, j'ai autant de droits que mon frère. Merci pour le respect. Un produit miracle, Josiane. Et combien vous en coûtera-t-il, mesdames, pour vous procurer ce produit indispensable? Eh bien, parce que c'est vous et que nous sommes la semaine des 4 lundis, Achat Shopping vous fait une offre imbattable. 99,90 €, payable en seulement 10 mensualités de 15 €. Et je rappelle que est garantie sans parabènes et sans gluten. Donc, la quantité est limitée. En plus, pour toute commande effectuée aujourd'hui, recevez gratuitement le pulvérisateur de la crème à cheveux. Un petit cadeau bonus. L'accessoire que vous ne pourrez plus jamais vous passer, à toujours avoir dans son sac. Eh, mademoiselle. Vous en avez rêvé, Achat Shopping l'a trouvé pour vous. Appelez tout de suite notre standard au numéro qui s'affiche sur votre écran ou commandez sur notre site internet. Et après la pub, nous vous présenterons le porte-monnaie Kif Kif. Le porte-monnaie qui vous rend les 27% de salaire qui vous pensionnez chaque mois. Les hommes de la Seine-Saint-Denis, n'est-ce pas? Merci pour cette belle surprise. Merci mesdames une nouvelle fois d'être intervenues sur cette table ronde. On marque une petite pause d'une quinzaine de minutes. Rendez-vous donc à 16h05 précisément pour la